BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie. Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard. Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard. Il est professeur d'histoire en fait à Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen-Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin. Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi. Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, que les épices descendaient directement du paradis. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout. Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé comme remède contre l'atou ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné, finalement, la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation. Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors, dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama. Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices. Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement ces fameuses épices. Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge. Et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter. Vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Et on commence notre tour du monde hebdomadaire, Benaouda, par l'Allemagne, où une étude attire sur les risques que pose la pénurie de main-d'œuvre qualifiée outre-Rhin. Oui, une mise en danger de technologies clés. Plus de 22 000 entreprises allemandes ont transmis leurs éléments à la DIHK, la Chambre de commerce et d'industrie allemande. Et d'après ce rapport particulièrement alarmant, c'est leur fonctionnement vital qui est à présent menacé. Le spécialiste de ce dossier en Allemagne, Stefan Hardege, explique à quel point la situation paraît préoccupante dans la santé, dans le numérique, dans la mobilité électrique ou bien encore dans la transition énergétique, tout secteur d'avenir où la situation en termes de ressources humaines s'avère critique. En Allemagne, pour embaucher tout simplement, en élargissant, il y aurait 1 800 000 postes de travail vacants. Ah oui. Ce qui, d'après ce document, et c'est particulièrement instructif du point de vue de la croissance économique, fait perdre au pays cette année plus de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'Allemagne
voit sa production de richesse nationale amputée de près de 2%, davantage encore. Donc c'est faute de bras que la première économie européenne va se contracter cette année de 1,5 point, alors qu'elle aurait pu, sur le papier, escompter une croissance économique d'au moins 1,5%. Seule une entreprise sur 5 parvient encore à pourvoir ses postes sans difficulté. Pour toutes les autres, les problèmes de recrutement sont plus ou moins aigus. 40% des entreprises en viennent donc à limiter leur prise de commande ou bien à rallonger les délais de livraison, voire à abaisser leur niveau de service, y compris dans des domaines de référence mondiale comme celui de la machine-outil allemande. La crainte analysée ici, c'est que sans recours décisif à une immigration de travailleurs qualifiés, il y aura un recul de l'innovation et de la compétitivité industrielle, qu'aucune baisse de coûts de production ne saurait compenser, aucune incitation des pouvoirs publics. Ce document du DIHK montre aussi combien l'économie privée allemande aspire à ce qui est devenu en fait l'impossible. Plus de la moitié de ces entreprises interrogées, de ces structures, réclament des profils disposant d'une double formation. On voit que c'est vraiment peine perdue. Le message est quand même extrêmement puissant, Benahouda. Sans immigration, c'est le déclin assuré. Assurer la contraction du PIB. Direction la Chine maintenant, Benahouda. Comment permettre aux familles chinoises de disposer d'un pouvoir d'achat plus stable? Alors, en ces temps où la Chine se demande comment enfin relancer sa machine économique, voici ce texte rédigé par le doyen de l'école d'économie de Fudan, à Shanghai. C'est un établissement universitaire d'élite. Ça a été présenté au printemps dernier lors d'un séminaire de réflexion sur la perspective de la consommation nationale. Le professeur Zhang Jun s'appuie sur les débats qui, depuis maintenant au moins 25 ans, portent sur la part de la consommation privée dans la formation du produit intérieur brut. On est toujours au-dessous de 40%. C'est donc toujours bas par rapport aux économies développées. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter d'autres travaux dans la librairie de l'Écho à ce sujet. L'auteur aborde y compris les facteurs culturels. Il estime qu'il faut en passer par un plus grand soutien public budgétaire à l'investissement dans les services privés afin d'en améliorer l'offre, ce qui, dans sa thèse, contribuerait ensuite à accroître de manière significative la part de la consommation privée dans le produit intérieur brut. Mais surtout, Zhang Jun appelle l'État chinois à revoir les volumes de fonds publics consacrés directement aux ménages. Le système budgétaire chinois, écrit-il, est conçu pour davantage de construction et non pour davantage de ménages. C'est donc un développement majeur de la protection sociale des familles auquel il faut procéder afin qu'elles disposent d'un avenir plus stable, plus prévisible, et donc élargissent leur propension à consommer. Le doyen d'économie de Fudan préfère ne pas avancer de montants et de proportions, mais des principes généraux afin de se caler progressivement sur des dizaines de domaines couverts par la protection sociale des pays développés. Et pourquoi pas payer, par exemple, c'est une des solutions avancées, toutes les dépenses des enfants de moins de 5 ans. La Chine en aurait certainement les moyens, selon lui, et les bienfaits en seraient majeurs pour la croissance économique chinoise. Et enfin, on termine notre tour du monde par le Guyana, un impressionnant pôle de développement pétrolier. Oui, on a vu dimanche dernier le pouvoir socialiste bolivarien au Venezuela procéder à un référendum consultatif afin d'intégrer, pour ne pas dire annexer, une bonne partie du territoire du Guyana voisin. Victoire écrasante du oui, mais sans que soit divulgué précisément le taux de participation. Quoi qu'il en soit, Caracas revendique un retour aux frontières de la fin du XVIIIe siècle, du temps de l'Empire espagnol. Le litige reste, quoi qu'il en soit, entre les mains de la Cour internationale de justice, qui a appelé à respecter le statu quo avant qu'elle se prononce. Et il y a 2 mois, un ingénieur vénézuélien, un spécialiste du pétrole, 50 ans dans le métier, s'est penché sur ce nouvel Eldorado pétrolier sud-américain. C'est une publication du Centre international sur l'énergie et l'environnement qui est basé à Panama. Juan Sabo revient point par point sur les tentatives d'exploration avortées jusqu'à ce que le Guyana soit maintenant crédité de réserves comparables à celles du Koweït. Ah oui. Oui. Alors le grand succès en termes de découverte est le fruit d'une coopération sino-américaine, ExxonMobil avec Hess, du côté américain, et Sinopec, côté chinois. Il semble tout à fait possible donc maintenant de parvenir à une production d'1 200 000 barils jour en 2027, c'est-à-dire après-demain. À aucune exploitation en eau profonde en large de ce territoire ne serait comparable dans la région, y compris celle des États-Unis, dans le golfe du Mexique. C'est vous dire l'ampleur des découvertes. L'auteur nous explique qu'avec l'accélération tout à fait extraordinaire
des rentrées en devises qui s'annoncent, le gouvernement, une population de 850 000 habitants, cherche à protéger le pays de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire cette malédiction de la dépendance à une rente des matières premières qui s'abat sur vous. Un fonds de stabilisation macroéconomique est doté d'ores et déjà de 2 milliards de dollars. Un taux de change fixe avec la monnaie américaine a été décidé pour empêcher une appréciation soudaine du dollar guyanais. Georgetown entend ainsi donner tous les signaux d'une saine gestion, sage, de la manne à venir, un peu à la manière norvégienne. Mais Juan Sabo soulève une inconnue, l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle depuis l'indépendance de 1970. Et donc, sa crainte, c'est que les règles du jeu changent une fois cette fortune acquise, une fois cette manne arrivée dans les rues de Georgetown. Eh bien, on suivra de très près l'évolution du Guyana. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors, un gros pavé, théorie de la régulation, le nouvel état des savoirs. Pour les jeunes économistes qui ne connaissent pas l'approche française de la régulation, ils trouveront de manière tout à fait pédagogique expliquer les grands principes d'analyse de ce courant de pensée original français qui date des années 70. Les deux fondateurs, c'est Michel Aglietta et Robert Boyer, qui essayent d'expliquer les dynamiques des capitalismes nationaux et de leur crise. Et pour ceux qui penseraient que c'est une vieille théorie des années 70-80 qui a complètement été dépassée, j'ai été absolument stupéfait de voir le nombre de jeunes auteurs absolument incroyables qui ont écrit dans ce livre et qui couvrent des champs complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir de la part de l'école de la régulation. C'est une approche de diagnostic des capitalistes d'aujourd'hui. La dernière partie est sur les trajectoires nationales. Il manque juste un chapitre, je trouve, sur le capitalisme français. Moi, c'est mon petit manque. Mais sinon, waouh, quel travail magnifique. Et pourtant, mais corrigez-moi si je me trompe, Christian, c'est quand même une école qui est restée très française. Alors, il y a quelques au Japon, aux États-Unis, dans quelques pays européens, il y a quelques auteurs, mais oui, l'école est très très française. D'ailleurs, ça se voit dans les auteurs, mais c'est une école toujours vivante. C'est ça qui est important. Jean-Marc Daniel, votre dernier choix? Alors, c'est le dernier opus de Michel de Rosen. Donc, Michel de Rosen écrit des livres sur des essais. Et le dernier porte sur Fraternité. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Et donc, ça s'appelle Fraternité. C'est chez Odile Jacob. Et donc, c'est un livre qui est immédiatement économique parce qu'il s'intéresse au mot fraternité, y compris est-ce que sur le plan naturel, dans la nature, on aime son frère. C'est-à-dire, on associe la fraternité à est-ce que c'est très humain ou pas? C'est humain d'être mais son frère. Est-ce que c'est que la fraternité? Il rappelle que sur le plan politique, la fraternité apparaît en 1848. C'est un produit révolutionnaire, mais de la révolution de 1848. Liberté, égalité, fraternité, c'est 1848. Et il se pose la question de savoir quel sens on doit donner à l'heure actuelle. Parce que par rapport à 1848, la société n'est plus organisée de la même façon. Les gens vivent dans des grandes villes alors qu'à l'époque, ils vivaient beaucoup à la campagne. Est-ce que la fraternité, à l'heure des médias modernes, a le même sens? Donc, il appelle à utiliser ce mot de façon concrète, de façon positive, mais en lui donnant un sens modernisé. Donc c'est un travail que je trouve un travail très intéressant. Eh ben, écoutez, moi je vais poursuivre dans la veine des livres qui font du bien à notre cohésion sociale, avec le livre S'engager sous la direction de Benjamin Labonelli, fondateur de l'Observatoire français des corps intermédiaires. Ce sont une vingtaine de personnalités qui témoignent un peu comme si elles étaient finalement les porte-paroles des 20 millions de Français qui sont engagés dans des associations, fondations, ONG, syndicats, partis, etc., et qui expliquent leur rôle, et on montre bien finalement l'importance de tout ce tissu qui s'engage et qui fait du bien à la cohésion sociale. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.